Allez, dans la série des constructeurs, aujourd'hui on va parler de Ettore Bugatti. Alors vous allez me dire, encore un de plus qu'il va répéter les mêmes choses que tous les autres, que vous savez déjà tous sur les voitures, etc. etc. Mais ici, on est sur Aeroauto, et ici on parle auto et aéro. Et vous allez voir que Ettore Bugatti avait plus d'une corde à son arc, et qu'il ne s'est pas limité à construire des bagnoles. Allez, c'est parti! Alors je vous le répète, on n'est pas ici pour parler du passé automobile de Bugatti. D'abord, parce que c'est pas le thème de la chaîne, et en plus, je suis d'accord avec vous, tout a déjà été dit. Ou presque. Parce qu'après ses débuts en fanfare dans le monde de l'automobile, la Première Guerre mondiale l'oblige à mettre son activité en stand-by. Il quitte donc Molsheim, dont les usines sont occupées par les Allemands, et il se rend à Paris, où il va se mettre au service de la nation. Et là, il va employer ses talents de motoriste à la conception de moteurs d'avion dont l'armée avait de plus en plus besoin. Et ce n'est pas un hasard s'il en est venu à l'aviation, car avant-guerre, il avait déjà commencé à travailler sur le sujet avec son ami Roland Garros. Celui qui avait déjà réussi la traversée de la Méditerranée avait pour projet de réussir le même exploit, mais à travers l'Atlantique cette fois-ci. Et pour y arriver, il avait besoin d'un moteur plus puissant. Il va donc se tourner vers son ami Bugatti, qui va accoupler deux moteurs 4 cylindres en ligne de 5 litres, qui équipaient ses type 16 et type 18, pour obtenir un 8 cylindres en ligne réalisé à 14 litres 5, qui développait 250 chevaux. Malheureusement, le décès de Roland Garros au combat en 1918 mettra un coup d'arrêt au projet, mais le moteur, lui, ne va pas rester dans les cartons pour autant. Parce que pendant le conflit, il va l'utiliser comme base pour un nouveau moteur en U en reliant deux blocs moteurs en parallèle par un carter commun en alu. Ce sera le Bugatti U16 de 24 litres de cylindrée qui alignait 410 chevaux. Et pendant ce temps-là, les Américains qui passaient par là et qui cherchaient à développer leur aviation vont acheter à Bugatti une licence pour produire ce moteur aux États-Unis pour la modique somme de 100 000 $ de l'époque. Et eux, ils prévoyaient d'en construire jusqu'à 10 000. Bah oui, c'est des Américains, on fait pas les choses à moitié là-bas. Malheureusement, ce moteur est arrivé trop tard dans le conflit et il ne sera produit qu'à 40 exemplaires en France par les usines Peugeot et à 50 exemplaires aux US sous l'appellation King Bugatti U16, du nom du colonel Charles Brady King qui l'avait modifié. Le U16 continuera pourtant à être produit entre deux guerres et il va connaître de nombreux dérivés. On retrouvera donc le bloc 8 cylindres monté par 3 en parallèle sous l'appellation U24 et le U16 monté en H par paquet de 2 ou 3 en H32 ou 48 cylindres. Ces moteurs seront utilisés sur des Breguet et des Morane-Saulnier en France et sur des Packard Lussac aux États-Unis, mais ils ne connaîtront pas un franc succès du fait d'une conception trop complexe et d'un manque de fiabilité. Pourtant, on va retrouver ce moteur d'avion 8 cylindres dans deux voitures après-guerre. La première est une sportive construite en collaboration avec un autre constructeur italien, Diato. Mais ils ne produiront ensemble qu'un seul prototype, la Bugatti Diato 8C Avio, sûrement à cause de son moteur d'avion 8 cylindres, d'accord, ils sont pas allés chercher bien loin, mais ça restera quand même un projet qui est sans suite. Pourtant, cette voiture peut être considérée comme le précurseur du modèle le plus emblématique de la marque, celle qui devait dépasser toutes les autres en termes de luxe et de performance, la Bugatti Royale Type 41. En effet, elle va recevoir ce même moteur 8 cylindres en ligne de 12 litres 7, qui développait entre 200 et 300 chevaux suivant les sources. Mais vous allez voir, ce moteur, on va le retrouver ailleurs, dans d'autres engins. Et pour une fois, on va faire une petite digression sur la chaîne, puisqu'on va parler de trains. Car oui, Bugatti a aussi fabriqué des trains. Au début des années 30, il va répondre à un appel d'offres pour la construction d'autorails, et après seulement 9 mois de conception, il va sortir le WR, pour wagon rapide. Il va reprendre le profil aérodynamique de la Type 32 et y installera pas moins de 4 blocs moteurs 8 cylindres, vous savez, toujours ces mêmes développés pour les avions avant-guerre, et le wagon rapide sera bien nommé, puisqu'en 1933, le premier exemplaire sorti d'usine atteindra 172 km/h et battra le record du monde détenu par les Allemands, et le second exemplaire, lui, atteindra les 192 km/h. Au final, il y aura eu 88 autorails construits dans différentes configurations, et les derniers ne quitteront le service qu'en 1958. Mais comme avec les avions, les autorails Bugatti connaîtront beaucoup de problèmes de fiabilité, et la consommation gargantuesque de carburant achèvera définitivement l'épopée ferroviaire de la marque. Mais après avoir battu de nombreux records sur les routes et sur le rail, il va s'attaquer en 1937 à un nouveau record de vitesse, et ce sera en avion bien sûr. Et pour y arriver, il va aller chercher un ingénieur aéronautique en Belgique, Louis Demonge, qui avait déjà participé à des tentatives de record. Ensemble, ils vont étudier un avion avec une architecture bien particulière, et bien sûr motorisé par deux moteurs Bugatti. Le Bugatti Demonge 100P, puisque c'est son petit nom, sera profilé comme une balle de fusil, avec un empennage en V et une double hélice contrarotative. Le pilote, lui, est assis dans sa bulle complètement à l'avant. Et pour battre le record, il sera motorisé par deux moteurs 4 litres 7 8 cylindres en ligne, T50 B1 de 450 chevaux chacun. Malheureusement, l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale stoppera le projet et l'avion ne volera jamais.
Il sera donc démonté et caché en région parisienne avant d'être vendu après-guerre à un Américain qui voulait surtout le récupérer pour ses moteurs, pour les installer dans des voitures de course. Heureusement, aujourd'hui, la structure de l'avion est arrivée jusqu'à nous et elle a été restaurée puisqu'elle est exposée au AirVenture Museum à Oshkosh. Et grâce à un groupe de passionnés qui a lancé le projet Rêve Bleu, une réplique de l'appareil a même été construite et a enfin pris les airs le 19 août 2015 à Tulsa, dans l'Oklahoma. Mais un an plus tard, malheureusement, l'avion va s'écraser lors de son 3e vol en tuant son pilote. Alors après s'être attaqué à des records sur Terre et dans les airs, il lui reste encore un domaine à conquérir, l'eau. En effet, avant-guerre, Ettore avait déjà lancé la construction de son yacht personnel dans les chantiers navals de Coninck, à Maisons-Laffitte, chantier qu'il rachètera d'ailleurs plus tard pour y construire différents types de bateaux dont il reste peu de traces. Il y a eu ce petit voilier siglé Bugatti, mais aussi des chalutiers et ce joli petit bateau de plaisance, des You-You, équipé à l'avant d'un petit moteur Bugatti de 2 à 5 chevaux et construit à une 50aine d'exemplaires. Mais qui dit Bugatti dit forcément performance, alors il va aussi construire quelques canots rapides, les Nignettes, du surnom de sa deuxième fille Lydia. Ils sont motorisés par des 8 cylindres en ligne 4,7 litres à compresseur de 320 chevaux, et le dernier modèle produit en 1936 atteindra les 136 km/h. Et avec les Nignettes, il se permettra même de battre 3 records du monde sur l'eau. Enfin, tout droit sorti de son imagination fertile, il va même étudier un bateau rapide, semi-submersible, qui devait traverser l'Atlantique en 50 heures avec 8 passagers à son bord, là où les paquebots mettaient au moins 5 jours pour y arriver. Il devait être motorisé par pas moins de 6 blocs 8 cylindres, toujours les mêmes, pour atteindre 2500 chevaux, mais encore une idée qui va rejoindre la liste des projets inachevés. Alors voilà, je crois que j'ai fait le tour du propriétaire, ou presque, puisque j'aurais aussi pu vous parler des vélos Bugatti, des vélos moteurs Bugatti, des motos Bugatti, et peut-être même d'un proto de camion Bugatti diesel. Mais alors je sens que si je prononce Bugatti et diesel dans la même phrase, je vais finir cloué à la porte d'une grange. Allez, pour finir, une petite astuce, si vous voulez vous payer une Bugatti abordable, et électrique, puisque c'est dans l'air du temps, je vous conseille la Bugatti Baby 2, une réplique aux 3/4 de la Type 35 pour la modique somme de 35 000 € minimum. Et dépêchez-vous, il n'y en aura que 500 exemplaires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous pensez tout savoir sur Bugatti, eh bien j'espère que je vous ai prouvé le contraire. Si cette vidéo vous a plu, toujours le petit pouce en l'air, commentez, partagez, et quant à nous, on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!